Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre podcast Student Mom, un podcast qui met en lumière ces femmes qui combinent à la fois le rôle de maman et d'étudiante, conçu dans le but de briser l'isolement en bâtissant une communauté résiliente à travers le partage d'histoires, d'expériences personnelles et de conseils pour aider ces femmes à réussir au mieux dans leur quotidien, mais également pour qu'elles bénéficient d'une reconnaissance institutionnelle. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre invitée Nazdene Kodja, la présidente de l'association Impact Femmes battues et abattues, une association dont le but est de soutenir les femmes et leurs enfants victimes de violences, notamment en les aidant à se protéger à travers le renvoi vers des structures ou des partenaires professionnels adaptés à leurs besoins. Donc tout d'abord, Nassandé, je voulais te remercier d'être là aujourd'hui et d'être notre invitée pour le podcast. On est vraiment ravis de t'avoir. Et pour commencer, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Nazdene Kodja, présidente de l'association Impact Femmes Battues et Abattues, comme elle a pu me présenter. En fait, cette association, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il s'agit aussi de mon histoire parce que voilà, j'ai vécu des violences quand j'étais étudiante, voilà, encore étudiante, toute jeune, et maman également. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis juriste conseillère conjugale, donc j'accompagne les femmes, les hommes, les couples, les familles pour leur épanouissement. Je suis également écrivaine, donc j'ai écrit 4 ouvrages. Donc le premier, c'est Une vie reconstruite par une force intérieure, qui est en fait le témoignage de ma vie, voilà, parce que j'ai vécu ces violences-là quand j'étais étudiante et tout ça. Et puis Se relever, aimer à nouveau, le deuxième ouvrage, pour redonner de l'espoir à ces jeunes femmes étudiantes, jeunes mères étudiantes, en leur disant c'est possible de se relever et de pouvoir vivre un mariage heureux, voilà, parce que c'est pas tous les hommes non plus qui sont violents. Et le troisième, c'est 12 portes à ouvrir avant de dire oui. Voilà, donc je donne des astuces pour détecter en fait des hommes pervers, dans des pervers narcissiques, voilà, pour rentrer dans un mariage heureux. Et puis le quatrième, c'est 52 semaines pour prendre soin de son couple, parce que j'ai à cœur de voir les couples être épanouis, parce qu'un couple épanoui gagne une famille épanouie. Et des familles épanouies, ça signifie aussi des sociétés épanouies. Donc voilà un peu, et puis j'anime une émission qui s'appelle À l'encre de l'espoir, pour redonner espoir aux femmes et aux hommes, aux couples en fait et aux familles. Donc c'est une émission qui existe depuis mars 2020 pendant le premier confinement. Donc voilà, après j'ai un centre de formation, je travaille avec l'État français pour former des futurs conseillers conjugaux et conseillères conjugales. Très bien. Voilà à peu près ce que je fais. Très beau parcours. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement d'où vient cette force et cette envie d'avoir voulu t'engager, mais également en fait de créer cette association? Oui, en fait, il faut savoir qu'à la base, moi, je n'ai jamais pensé à créer une association. J'avais juste créé une plateforme. Donc, c'était une page Facebook, Impact Femmes Battues Abattues. Bon, à l'époque, c'était Impact Femmes Battues. Et lorsque les femmes ont commencé à me solliciter, en menant des entretiens avec ces femmes, j'ai compris que, ah ouais, mais en fait, elles sont abattues et puis que les violences, ce ne sont pas que des violences physiques, c'est aussi psychologiques, financières, économiques, verbales, professionnelles. Donc, du coup, voilà, j'ai ajouté le volet abattu. C'est lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'ai rencontré une attachée de presse. Et en fait, elle, en regardant le travail que je faisais sur la page Facebook, parce que il y a eu tellement de monde, tellement d'impact. Du coup, elle m'a dit qu'il faut le faire de manière formelle en créant une association. C'est ça que j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai mis en fait, de la page Facebook qui existe depuis juillet 2018. Et c'est en février 2021 que c'était devenu une association, donc Impact Femmes Battues Abattues. Donc voilà, pourquoi je le fais, je le fais parce que je le fais pour moi d'abord, mais je le fais aussi surtout pour les autres. Et en étant maman également, je n'aimerais pas que ma fille ou les générations futures, les générations si jeunes comme vous, je suis toujours jeune, mais je ne suis plus étudiante, j'ai plus la vingtaine, j'ai la quarantaine, bon, je viens de l'avoir. Donc voilà, c'est pour sensibiliser, pour aider, si je peux épargner, sauver des vies. Voilà, donc je me sens responsable, voilà, et c'est avec fierté, avec joie de pouvoir justement le faire. Eh bien, et est-ce que ça vient aussi d'une histoire personnelle?
Justement, vous évoquez un peu que vous étiez étudiante et que vous avez vécu justement une situation un peu similaire. Oui, bien sûr. Vous voyez, comme je disais que j'étais étudiante, et donc j'avais une relation, hein, une belle relation amoureuse, tout se passait bien jusqu'au jour où il y a eu la première violence. Et donc suite à cette première violence, moi j'étais déjà traumatisée parce que je m'y attendais pas et tout se passait bien. Donc c'était pas un voyou, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de calme, quelqu'un de bien éduqué. Et donc du coup, bah, je pars dès la première violence, moi je pars. Mais l'entourage, mes copines à l'université, ça a commencé par elles. Et bah, tout le monde me dit qu'il faut lui donner une seconde chance, vu qu'il ne voulait pas arrêter la relation. Et aussi, bah, toutes les idées reçues, j'essaie de me renseigner auprès de ma famille. On me dit, bah, tu ne trouveras pas un homme qui ne lève pas la main sur toi. Donc c'est tabou dans notre communauté aussi africaine. Et donc voilà, c'était moi, genre la plus capricieuse, la plus compliquée. Donc c'est comme ça que bah, je vais lui donner une seconde chance, surtout selon les témoignages de sa mère, voilà, qui va vraiment me témoigner que voilà, son fils est quelqu'un de bien, de sérieux, il regrette, donc il va plus recommencer. Donc c'est comme ça que 3 mois après, bah, je vais lui donner une seconde chance. Et tout se passait bien bah, jusqu'au jour où, bah, en fait, je tombe enceinte, le ventre commence à s'arrondir et puis les violences reprennent. Donc voilà, donc j'étais étudiante en première année de droit, parce que j'avais commencé une première année de droit. Et après, j'ai fait une réorientation en AES. Et donc, c'est comme ça que bah, j'ai vécu ces violences. Je crois que je me suis battue jusqu'à 3 ans pour trouver une stabilité. Parce que j'essayais de partir par rapport à mon statut étudiant, ce n'était pas évident. Parce que j'étais une étudiante étrangère, donc j'avais un titre de séjour qui dépendait également de la réussite de mes études. Et puis, dans tout ce, comment est-ce que je peux dire ça, tout ce désordre, toutes ces difficultés, cette épreuve, tout ce qui se passait, en fait, je ne réussissais plus aussi, donc mes notes ont baissé. Bah, qui dit échec scolaire, dit aussi perte de mon titre de séjour. Et rien que par rapport à mon titre de séjour, je ne peux pas bénéficier de certaines aides, je ne peux pas avoir un logement, parce qu'avoir un logement veut dire qu'il faut avoir une rémunération. J'étais une étudiante non boursière, donc c'était très compliqué à gérer tout ça. Donc je voulais partir, à chaque fois je suis partie. Hein. Il y a eu plusieurs séparations, donc je l'explique dans mon livre, parce que je n'avais pas de stabilité. Mes parents étaient en Afrique, bah, j'étais sous son emprise, c'est lui qui s'occupait de moi, j'étais déjà dans la vie active professionnellement, et donc j'étais dépendante de lui. Et c'était pas facile, mais vraiment je me suis battue, je suis allée frapper un peu partout, des associations, plusieurs structures, mais ce qui bloquait c'était mon titre de séjour étudiant. Donc bah, voilà, jusqu'à ce qu'un jour bah, je pars, sans savoir où aller. Et c'était quoi votre déclic pour partir? C'était le décès d'une personne dans l'entourage, d'une femme qui était décédée sous les coups de son époux. Et c'était ça en fait, je me suis dit non, je serai la prochaine parce que j'avais déjà ces pensées. Plusieurs fois quand je rentrais de l'université, je me disais est-ce que je vais sortir de cet appartement vivante? Sachant qu'on habitait au 10e étage, souvent, donc il y avait des ménages, je vais te jeter d'ici, voilà. Donc je me disais, si jamais il est costaud, bon, il peut aussi me balancer de la fenêtre, qu'est-ce que je peux devenir? Mais en dehors de ça, lors des violences, des coups que je recevais, il faut savoir que 2 fois j'ai vu la mort. Voilà, je n'arrivais plus, déjà la première fois où il y a eu des violences, j'étais étouffée, je recevais des coups, je n'arrivais plus à respirer. Donc c'est comme ça que j'avais vu déjà la mort, mais l'instinct de survie en fait, c'est qui faisait que je m'étais débattue pour pouvoir m'en sortir. Et la deuxième fois, il m'avait donné un coup alors que je venais d'accoucher, j'avais la petite dans mes bras, donc ma fille. Et là, du coup, je tombe, boum, je vois plus rien. Donc ce jour-là, j'ai cru que je partais. Donc plusieurs fois, je me disais, je vais peut-être mourir et tout ça. Donc c'était vraiment un déclic en disant bah, il y a une femme de l'entourage qui est décédée sous les coups de son homme, ils se trouvent en prison et leurs enfants, voilà, seuls. Donc là je me suis dit, je restais aussi pour offrir un confort à mon bébé, mais je me suis dit, mais si je meurs et que son papa se trouve en tout cas derrière les barreaux, mais qu'est-ce qu'elle deviendra en fait? Bah, me veut que je parte. En fait ce jour-là je suis partie. Il faut savoir que plusieurs fois je partais sans ma fille, avec ma fille. Chez une amie, chez quelqu'un de la famille éloignée, famille par alliance.
J'ai tout vu, hein, franchement, je vous assure. Même un jour, j'ai été avec ma fille hébergée dans un centre mère-enfant. Donc, et lui, il est venu vraiment m'attendre dans la rue, il m'a violenté, il a pris la petite, il est parti, la police est arrivée. Euh, mais il n'y avait pas de jugement. Il y avait pas, on n'était pas passé devant le juge. Donc, du coup, il n'y avait que l'extrait d'acte de naissance. Et sur l'extrait d'acte de naissance, on avait tous les deux l'autorité parentale. Ce qui faisait que la police ne pouvait pas me rendre mon enfant. Mais toute naïve que j'étais, toute innocente, quand j'ai appelé la police, je me disais, au moins, je vais récupérer ma fille. Mais en fait, quand la police m'a dit, madame, où est le jugement? Je dis, mais quoi? Je montre l'extrait d'acte de naissance. Ils me disent, non, non, ça suffit pas, on veut bien. J'ai cru que j'allais devenir folle. C'était la première séparation avec ma fille. Essayez d'imaginer, étudiante, mère, et que tu accouches, il n'y a personne de ta famille qui t'occupe de ton bébé, et on vient t'arracher ta fille qui a 1 an où entre la fac et le bébé, tout ça, c'était un vrai déchirement. C'était la journée la plus sombre de ma vie. J'ai cru que je ne tiendrais pas. Et donc c'est comme ça que j'ai pas vu ma fille pendant plusieurs mois. Mais après je l'ai récupérée, c'est un autre épisode. C'est juste pour dire que le jour où je quitte ce foyer-là, j'étais partie sur ma fille parce que j'avais pas un endroit où aller. Donc c'est ce que le père m'a dit, tu ne partiras pas, tu partiras jamais avec elle parce que tu n'as pas un endroit où aller avec elle. Donc il me dit à chaque fois, tu es sans famille, tu es seule, mais tu vas aller où? Mais il savait que j'aimais ma fille, aucune mère ne voudra se séparer de sa fille. Mais j'étais partie quand même, voilà. Donc j'étais partie, il est resté avec la petite. Et c'est comme ça que lui, il va faire toutes les démarches pour avoir la garde exclusive de l'enfant. Et s'il va à la police porter plainte contre moi, et c'est la police qui m'informe pour me dire, madame, vous avez abandonné votre fille. Je dis non, je ne l'ai pas abandonnée, je n'ai pas un endroit où aller avec. Plusieurs fois, je suis partie avec elle, mais à chaque fois, je retourne toujours à la case départ. Donc je me suis dit, peut-être seule, même si je dors dans la rue et tout, un jour ça ira, je viendrai récupérer ma fille. Et donc ils m'ont dit non, mais il y a des structures, il faut aller voir une assistante sociale, et pourra vous aider et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc je suis allée voir une assistante sociale, j'ai récupéré notre fille, je suis l'assistante maternelle, parce que le papa était au travail. C'est comme ça que je me suis rendue dans ce centre mère-enfant. Et donc lui, quand il a appris ça, c'est l'éducatrice qui l'a appelé pour essayer de trouver un moyen d'entente entre nous pour dire voilà, aujourd'hui vous êtes séparés, elle est étudiante, elle va continuer à vivre ici, à aller à la fac, l'enfant est gardé ici, en plus il y a une crèche, donc voilà, soyez sereins. Mais en fait, lui il a dit jamais, qu'il ne peut pas vivre sans sa fille. Bon, moi non plus je ne peux pas vivre sans. Et c'est comme ça que quand il est arrivé, bon, il y avait un éducateur qui a remplacé l'éducatrice qu'il avait appelée le matin, qui lui dit ici, au sein de cette structure, vous ne pourrez pas récupérer votre enfant. Si vous voulez récupérer votre fille, c'est dans la rue. Ici, vous ne pouvez pas. Elles sont protégées. Et moi, en ce moment, j'étais partie faire des courses pour l'enfant, puisque je n'avais rien, ni couche, ni vêtements, donc j'étais partie faire les courses. Et c'est comme ça que dans la rue, il m'a attrapée, et puis il a ravi la petite avec sa famille, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Donc juste pour expliquer un peu comment je m'étais retrouvée seule sans elle. Et puis, on m'a demandé de dormir là parce que c'était tard la nuit. Et le lendemain, on m'a viré parce que c'était un centre mère-enfant. Donc, l'enfant n'étant plus là, je ne pouvais plus rester là. Ça a été très difficile. D'accord. C'est un très beau parcours parce que maintenant vous en êtes jusque-là et c'est très inspirant, je trouve, justement aussi pour ces femmes qui vivent peut-être la même problématique que vous à l'heure actuelle, de se dire que il y a de l'espoir et qu'on peut accomplir malgré tout de grandes choses, même si on peut être éprouvé au cours du parcours. Oui, on peut accomplir, mais rien n'est définitif, il faut se battre. On a toujours un rêve. Justement, si je n'ai pas accepté cette vie, au-delà de l'entourage qui me disait de donner une seconde chance, parce qu'en fait, ce qui va vraiment m'impacter, c'est que dans ma famille, j'ai une tante, en fait j'ai une tante, elle est encore en vie, et c'était vraiment mon modèle de femme, mon modèle de femme impactante, de femme qui a réussi sa vie. En fait, quand je disais, je veux faire mes études, je veux ressembler à ma tante et tout ça. Et en fait, quand je vais lui parler de cette séparation, il faut savoir, c'est elle qui me demande, c'est quelqu'un que toute ma famille connaissait. Hein, cet homme-là, c'est, on va dire, mon fiancé, toute la famille connaissait. Et donc, quand je vais lui expliquer qu'on n'est plus ensemble, et donc je lui ai donné la raison suite aux violences,
elle va m'expliquer que elle, en fait, elle subit aussi des violences. Et que, en fait, surtout avec son mari pour moi, c'était un modèle d'homme, en fait. Un homme qui m'inspirait beaucoup. Je me disais, quand je me mariais, je voudrais bien me marier avec un homme comme lui. C'est ça, mais Et souvent on ne voit pas en fait ce qui se passe oui, derrière les murs. oui. En plus, j'étais partie voir ma tante qui venait d'accoucher. Elle avait accouché prématurément. Et c'est là où elle va m'expliquer si même elle a accouché prématurément parce qu'elle s'était fait battre par son mari. Donc, elle avait 6 mois de grossesse. Donc là, tout mon monde s'écroule. Et en fait, elle me dit, voilà, tu ne trouveras pas un homme qui ne verra jamais la main sur toi. Et moi, j'ai cru parce que c'était mon modèle de femme. Et c'est surtout ça, en fait. Je change la vie pas par rapport à mes amis, mes copines à l'université. Non, c'était vraiment elle où je me suis dit, bon, en fait, c'est moi qui ai peut-être véritablement un problème et je vais essayer de donner une seconde chance. Donc pour répondre à... C'était quoi déjà la question C'était par rapport à... Je sais même pas pourquoi je dis ça. Non, je disais que ça allait inspirer justement d'autres femmes et du coup tu as rebondi sur ça. Ouais. Mais Donc c'était pour dire, je sais même plus pourquoi on parlait de ça, mais c'était juste pour dire que voilà, de fois on croit que, ben, en fait, certaines personnes qui nous impactent vivent aussi peut-être les mêmes choses et que moi je n'étais pas consciente en fait qu'elles vivaient cela, mais en fait elles le vivaient et c'était tabou dans notre milieu. Donc voilà, je sais pas. Voilà, oui, du coup j'ai perdu un peu. non mais c'est vrai et je pense qu'il y a un petit côté aussi culturel malheureusement Oui. où en fait on nous a appris ben, pour certains, dans certains pays d'où on vient, il y a ce côté-là où la femme, elle doit être très résiliente, elle doit continuer à se battre parce que c'est elle qui, en fait, si elle part, ben, elle va déconstruire le foyer et ça va pas être bon pour les enfants et tout. Donc c'est des fausses croyances Vraiment, ouais, exactement. qu'on essaye de nous transmettre et que, enfin, on pense que en se restant et en n'essayant pas de partir, ben, on fait du bien aux enfants, alors que bien au contraire, en fait, faudrait justement mettre un terme à ça. Oui. Déjà pour nous-mêmes, parce qu'en tant que femme, on mérite mieux, on mérite quelqu'un qui nous traite bien, mais aussi pour nos enfants, parce que les enfants, en fait, ils sont impactés, même s'ils reçoivent pas parfois des coups, mais en tout cas, mentalement, ils sont impactés dans leur Oui, construction, et ça, physiquement. ouais, En ouais, France, aussi. on compte toujours hein, entre 19, 21, 25 enfants qui décèdent suite aux violences conjugales, c'est-à-dire des enfants qui reçoivent des coups et qui meurent, des enfants vous voyez, quand il y a des violences, par exemple, un homme qui pousse sa femme, bah, elle va tomber un meuble et un bébé qui dormait et tout. Moi aussi, je l'ai vécu quand même. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Ou bien, l'exemple où je vous ai donné, j'avais ma fille dans les bras, il a donné un coup, mais moi je peux faire ça et ça prend sur la tête de l'enfant. Donc il y a des enfants qui décèdent. Hein. Donc pour vous dire que les cas de violence, c'est pas que le côté mental, mais c'est aussi le côté physique. Il y a des vies qui sont quand même arrachées. Chaque année en France, on compte, hein, en tout cas entre 19 et 25 enfants qui décèdent. Donc voilà, en fait, oui, non, moi je suis d'accord avec toi. Ce sont vraiment des fausses croyances. Dès la première violence, partez. Je l'ai toujours dit dans mes ouvrages, je n'arrête pas de le dire. Et je mets bien partir en majuscule. Hein, parce qu'il faut partir, mais vraiment, il ne faut jamais rester pour subir. Ces gens-là ne changent pas. Et lorsqu'on dit qu'on reste pour les enfants, je le comprends. Je le comprends parce que je l'ai vécu dans le sens où ben, je vais aller, on se sent toujours hein, responsable de pouvoir ne pas offrir une vie confortable à son bébé, à son enfant. Mais en fait, notre vie vaut mieux que le confort. Voilà. Donc, ne veut être dans la rue comme je l'ai été avec mon bébé, je l'ai été. Je l'ai été parce que lorsque j'ai récupéré ma fille et tout, même moi-même, j'ai fait les 115 avec elle. Voilà, le 115, c'est le numéro d'urgence en fait, le numéro de secours pour l'hébergement d'urgence. Donc, je l'ai fait. C'était difficile, mais au moins, j'avais la paix. La paix entre guillemets, parce qu'entre-temps, il ne te laisse pas. Parce que c'est dit, lui aussi veut être avec sa fille. Mais on ne s'entend pas, je vois lui au milieu des violences. Donc, voilà, il fallait un jugement. On était obligé d'en arriver là, pour la stabilité et de l'enfant, ma propre stabilité. Ouais. Et à ce moment-là, tu étais en quelle année d'études? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'étais en première année, je ne faisais que répéter, parce que j'avais la vie de maman, ça se passait pas bien, plusieurs séparations. Je venais, en fait, en fait, je n'arrivais pas à avoir 10 de moyenne pour passer.
j'avais que 9. Et tout ça aussi, en fait, ça a créé quelque chose en moi. Parce que j'étais avant une élève très brillante à l'école. Et donc, du coup, j'étais angoissée. J'avais un problème je manquais maintenant confiance en moi. Et quand je venais à l'université, je suis maman. Les autres sont encore jeunes, c'est plus la même chose. Voilà, donc il faudra que je rentre rapidement. Deux fois, je suis pas là. Je venais que pour des examens, hein. Je venais parce que bon, je cherchais des solutions pour mon hébergement, pour essayer de m'en sortir. Donc voilà, donc j'étais en première année. D'accord. Ouais. Et donc tu disais que tu ressentais un peu un décalage avec les autres Très étudiants. en décalage. Et Pourtant comment j'avais tu des amis en or, surtout les garçons, je ne dirais jamais. Je cite quand même mes amis. Bon, j'avais une copine, c'était toujours ma copine, elle s'appelait la dame. Et elle a toujours été là, voilà. Voilà. Et puis il y avait une autre, elle s'appelait Naminata. Donc on s'est vu même dernièrement. Donc ça c'était vraiment mes copines qui m'ont vu avant de devenir maman. Et puis, il y en a eu d'autres, c'était des deux hommes, deux amis, dès qu'ils ne savaient pas que j'avais un enfant, le jour qu'ils ont appris que j'avais un enfant, parce qu'à chaque fois, quand ils proposaient des sorties, des choses comme ça, je ne pouvais pas être là, je devais rentrer. Et lorsque je leur ai dit, parce que j'ai une fille, ils sont devenus les deux tontons de ma fille jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, le décalage, pas mes vrais amis, on est ensemble, mais c'est surtout les autres qui jugent. Ouais, mais comment se fait-il? Pourquoi? Voilà, donc. Et tu jugeais même parce que tu étais mère étudiante ou Oui, parce que j'avais un enfant. Donc, Ok. comment elle peut faire un enfant? Elle est encore étudiante. Qu'est-ce qui s'est passé? On croyait qu'elle savait ce qu'elle voulait. Voilà. Donc, c'était ça. Mais après, ils ne savaient pas par rapport aux violences. C'était vraiment mes amis qui étaient très proches de moi qui le savaient. Mais là, du coup, on ne te voyait plus. Où est-ce que tu es passé? Je suis en troisième année. Et toi? Alors là, du coup. Ouais. Là, du coup. Et le titre de séjour, quant à lui. C'était vraiment un vrai combat, un long combat. Ah oui, le titre de séjour. C'était très difficile. Quand tu arrives dans un pays ou bien dans ce pays, tu as ton titre de séjour que tu le perds. C'était très difficile. Je me souviens quand j'étais partie à la préfecture, euh, on m'avait dit l'année prochaine, si vous ne réussissez pas, votre titre de séjour ne sera pas renouvelé. Mais qu'est-ce que je me suis battue pour réussir, en tout cas les examens. Comme je n'ai pas réussi, il faut savoir que moi je suis quelqu'un, même pour garder après tant d'années mon titre de séjour, j'essayais d'expliquer. À l'époque, je partais vers les associations des étudiants qui m'ont soutenu. J'ai même vu le doyen de la faculté qui m'avait fait un courrier parce qu'il est au courant de ma situation. C'est ça en fait ce qui avait fait que quand même je reste avec mon titre de séjour un moment, mais après ils m'ont dit. Ça a été très difficile de voir que vous devez quitter ce territoire parce que je reçois un courrier dans ce sens-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à me battre. Il faut aller apprendre un avocat. Qui dit avocat, il faut arriver à régler les prestations de l'avocat. Après, on me parle d'aide juridictionnelle de l'État. C'est tout un combat. Il faut appeler les avocats. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Mais vraiment, je tombe sur un très bon avocat. On est en contact jusqu'à aujourd'hui. Je suis en contact avec lui. En fait, c'est lui qui va essayer d'analyser ma situation. Il m'a dit qu'il faut avoir quand même un contrat. Parce que au niveau des études, voilà, ça ne sera pas possible. Donc, c'était ça, en fait, le combat. Comment avoir un contrat de travail sans titre de séjour. Déjà en tant qu'étudiante, c'était compliqué d'avoir un contrat. Voilà, je faisais de la garde, je faisais du soutien scolaire et tout, y compris la garde d'enfants. Mais là, maintenant, tu n'as plus rien. Comment tu peux avoir un travail? Mais bon, comme on dit, hein, notre vie est toute tracée. Hein. Et donc, du coup, j'ai rencontré une dame qui va me parler d'un contrat, ça s'appelle comment déjà, j'ai oublié. C'est de la vente, comment on dit, ça fait longtemps. C'était quand même un contrat VDI, vente à distance ou à domicile, je ne sais plus à distance.
indépendant, voilà, VDI, vente à distance, je sais pas, indépendant. Et en fait, j'apporte ce contrat-là à mon avocat qui me dit, je connais pas ce genre de contrat, ça sera bien pour toi comme tu es étudiante d'aller à la direction départementale de droit et du travail. Et donc c'est là-bas que je vais me rendre. Ah, je tombe sur la directrice, une femme en or, je ne verrai jamais, Madame Solignac. Je la cherche partout. Il y a des gens dans la vie, on les cherche parce qu'ils nous ont fait du bien dans des moments très difficiles, qui ont cru en nous. En fait, ce qui la touchait, parce que je venais avec ma fille. Donc, dès qu'elle voyait ma fille, en fait, il faut savoir que c'était compliqué. Hein. Je ne sais pas combien de temps on en a. Ça va être très long. C'est ça, je vais essayer de courter. Mais en fait, quand vous arrivez au DDTE, donc de Direction départementale du travail et du droit, et en fait, quand vous arrivez, il y a du monde déjà qui attend à l'extérieur. Parce que ça se ferme à 12 heures. Donc, la première fois que je suis arrivée, je n'ai même pas pu entrer. La deuxième fois, je suis venue plus tôt et tout, mais j'étais parmi les dernières personnes. Et en fait, si midi, par exemple, s'il fait midi, s'il y a 5 personnes, on ne pourra plus les prendre. Donc moi, j'étais dans la salle d'attente et tout le monde savait qu'on ne va pas me recevoir parce qu'il y a un nombre de personnes. Et la dame, déjà quand je suis allée avec mon contrat, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, en fait, il y a deux dames qui étaient là qui disaient, on ne connaît pas ce contrat. Il y a un qui a dit, mais non, ça ne va jamais vous délivrer quelque chose. Voilà, ça ne va pas. Il y a l'autre qui a dit, on ne sait pas, comme on ne connaît pas ce genre de contrat, c'est mieux qu'elle aille voir la directrice. Parce qu'en fait, c'était ça, on ne va pas voir la directrice. La directrice, c'est vraiment pour un cas qui est très spécifique. Donc c'est comme ça que ça a été très difficile déjà de voir la directrice. Et en fait, la directrice est passée dans la salle d'attente. Il voit une petite fille. Il dit, c'est qui la maman? Dès qu'elle me voit, je dis, waouh, elle est très jeune. Bon, il faut savoir si je ne faisais pas mon âge, hein, franchement. Je vous assure, j'avais 20 ans, les gens me donnaient 15 ans. Et donc, peut-être que c'était ça aussi, parce qu'elle était tellement choquée. Donc, elle me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Et elle dit à tout le monde, je la reçois. Alors, il y avait plusieurs messieurs, plusieurs personnes qui étaient là, qui commençaient à bouder. Elle dit, je la reçois. Elle est si jeune, avec un bébé. Bon, elle avait 1 an, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a reçue. Et cette dame va faire toutes les démarches possibles avec la préfecture pour mon cas. C'est cette dame qui va tout faire, qui va dire, c'est pas normal. Elle est étudiante, elle a un enfant, mais c'est de la résilience. Je pense que même le mot résilience, pour la première fois, j'entends ça de la bouche de cette femme. Elle dit, on ne peut pas, elle aurait pu abandonner, elle est dans la rue, mais elle se bat. Elle disait, mais si on ne l'aide pas, elle appelait ses collègues, elle dit, mais ça ne se fait pas, elle dit, elle ne peut pas. Elle dit, je l'ai sous mes yeux, vous devez le faire. Elle a tout fait, elle a validé, elle a tout fait parce qu'elle m'a demandé d'avoir une promesse d'embauche pour que, en fait, j'y vois. Comme je vous disais, c'était un chemin tout tracé. Un jour, je rencontre un monsieur. Et vraiment, c'est compliqué. J'étais avec mes copines à la fac et tout. On était venus voir un monsieur pour imprimer des documents. Et en fait, le monsieur, voilà, il n'était pas... En fait, nos documents n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'on avait fixé un rendez-vous pour venir récupérer nos documents. Et quand on arrive, parce que bon, là-bas, on peut imprimer moins cher, voilà. Et ce n'était pas prêt. Et donc, moi, je propose à ma copine, bon, on a faim, on y va. On va au McDo, on va manger rapidement, on va revenir et tout. Et ma copine me disait, je disais au monsieur en question, je dis, moi, je ne peux pas rester longtemps. Si je reviens, tout doit être prêt parce que j'ai ma fille à aller récupérer à la crèche. Et il y avait un monsieur qui passait par là et il me dit, vous avez un enfant? Et donc il nous invite pour aller déjeuner avec lui. Moi je me suis dit, ça doit être un papa africain qui veut draguer la petite fille. J'ai dit à ma copine, on n'y va pas. Ma copine me dit, mais on ne sait jamais et tout. Toi-même, tu n'as pas assez d'argent. Parce que c'est moi, je paye le McDo ma copine. Parce que j'ai des allocations mère-enfant. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me dis, mais toi-même, tu n'en as pas assez, tu m'invites tout au restaurant. Là, peut-être il y a quelqu'un qui va payer pour nous. Moi, j'ai dit, non, notre McDo nous suffit. On n'a pas besoin d'aller dans des restaurants, je ne sais pas comment. On va y aller. Et ma copine m'a dit, écoute, on y va. Si il commence à te draguer, on fuit. J'ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on allait avec ce monsieur. Il nous a amenés dans un restaurant 5 étoiles. Il parle avec nous. En fait, ce qui l'intéresse, c'est moi. Ce qui ne, c'est pas moi, il me le dit, c'est le fait que tu as un enfant.
En fait, il se dit, mais comment tu peux, quand on te voit, on ne sait pas que tu as un enfant, tu continues tes études. Et en fait, c'est ça qui va toucher ce monsieur, qui va me remettre sa carte. Il me dit, si jamais vous avez besoin de moi, téléphonez-moi. Je l'appelle comme un deuxième, je l'appelais parce qu'il est déjà décédé, comme un deuxième papa. Il m'a vraiment pris ce son comme sa fille. C'est lui qui va me faire une promesse d'embauche parce qu'il veut travailler avec moi. Il avait une société, il faut que je sois une de ses assistantes. Et c'est comme ça qu'avec cette promesse d'embauche, je vais remettre à la directrice du DDTE et c'est elle qui va faire toutes les démarches. Parce qu'on lui a dit, s'il n'y a pas de... Elle a dit, cherche-moi juste une promesse d'embauche, je ferai tout ce qu'il faut. Donc, quand je lui ai apporté la promesse d'embauche, évidemment, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, c'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup marqué, mais je crois que je l'ai expliqué dans mon livre. En fait, un beau jour comme ça, je partais à la fac et tout, et j'ai reçu un coup de fil. On me dit, c'est la préfecture. Venez chercher votre titre de séjour. La préfecture où il fallait chercher un rendez-vous, y aller. Mais c'est eux qui m'appelaient, j'ai pas fait la queue, j'arrive, c'était le bureau, tac, 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 on me remet tout. Donc c'était un peu ça l'histoire. Donc là, du coup, je vais avoir un titre de séjour salarié. D'accord. Ouais, parce qu'avec une promesse d'embauche, donc je vais avoir un titre de séjour salarié et cerise sur le gâteau, je rencontre celui qui est mon mari. Et il avait la nationalité et puis en tant que conjoint d'un Français, l'histoire du titre de séjour, ça s'est arrêté quoi. 4 ans après notre mariage, je suis devenue française. C'est trop beau. Oui, c'est un très beau parcours et très émouvant aussi. Ouais. Et pour rebondir un peu sur peut-être ton association, est-ce que tu rencontres aussi des mères étudiantes qui vivent des violences conjugales et donc qui ont besoin de votre aide? Oui, bon, il y en a aussi qui viennent du livre, en fait, qui vont acheter le livre, qui vont découvrir ce que j'ai vécu, qui vont venir aussi pour demander de l'aide. Oui, il y en a, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes, pas des étudiantes, il y en a, mais pas autant que les femmes qui sont salariées ou au chômage, qui ne sont plus dans la vie scolaire. D'accord. Et, dans les études, quoi. et quels défis elles rencontrent principalement Les mêmes défis que moi. C'est très difficile que j'avais à l'époque quand j'étais étudiante. Comment bien travailler. Parce que déjà le fait d'être maman, c'est très difficile d'être maman et faire des études en même temps. Déjà, même pour moi, j'ai 3 enfants, être salarié, devenir maman, même pas être salarié, devenir maman, c'est une nouvelle saison. C'est un bébé, c'est un enfant que tu viens de mettre au monde, un bébé qui est vulnérable, tu dois t'en occuper. Donc ça change tout. Mais être maman, être encore aux études, c'est très complexe, c'est très compliqué. Il faut savoir bien s'organiser, se réorganiser. Mais maman, étudiante, plus les violences, c'est autre chose. C'est l'enfer. C'est très difficile. Donc parce que tu as la pression de bien réussir en tout cas à l'école, mais en même temps là où tu habites, ça ne va pas, ce sont des disputes, c'est une atmosphère de quoi? De violence, d'insultes, de mépris, c'est une destruction, mentalement, psychologiquement, physiquement, ça va pas, ça ne va pas. Et à l'école, en tout cas à l'université, on attend que tu puisses avoir des bonnes notes, mais comment bien réviser dans cette atmosphère de tension, de violence? C'est très difficile. Et le bébé qui est là, et en tant que maman, en tant que normalement parent, on s'inquiète plus encore pour son enfant. On s'oublie soi-même, mais on pense plus, on se dit, mais pour rien au monde, j'aurais voulu que mon enfant vienne dans ce genre d'atmosphère, dans un foyer aussi tendu, un foyer aussi détruit. Donc on se sent responsable, donc on vit sans cesse dans la culpabilité, on n'est pas bien en fait, on déprime. Il y en a certaines qui sont dans la dépression, mais qui ne vont même pas s'en rendre compte. C'est très compliqué. Non, mais c'est très compliqué. Tu ne suis plus rien. Voilà. Parce que quand on est étudiant ou étudiante, comme on parle des femmes, étudiantes sans enfants, c'est pas la même chose.
Et en fait, c'est là où aussi on se rend compte que j'ai perdu quelque chose. Parce que quand tu es, par exemple, quand moi j'étais étudiante sans enfant, je n'étais pas préparée à avoir une autre vie. Je ne me rendais pas que j'étais dans une vie plus ou moins innocente. En fait, quand tu es là, tu te dis oui, mais je suis assez grand, je suis assez mature, ça va. Surtout en tant qu'enfant, on a tellement attendu d'avoir 18 ans, on est majeur, on se dit je sais tout de la vie et on croit que le monde c'est ça en fait. Et lorsque tu sors de là, mais en fait tu te dis bah, j'étais mieux avant. Parce que quand tu es comme moi dans mon cas, tu rêves de te marier, tu rêves d'avoir un homme, tu rêves d'avoir la vie des parents, des adultes. Et en fait, on croit que c'est beau parce que les parents, en vérité, ne nous montrent pas tout ce qui se cache derrière. Tous les parents essaient de protéger les enfants pour montrer que je vais bien, tout va très bien, même si quelquefois on voit quelques écarts, on sent certains dangers, parce que en tant qu'enfant, si tu vois tes parents te disputer, ou bien tu vois ton père lever la main sur ta mère, tu te dis, c'est quoi cette vie? Mais moi, par exemple, je n'ai pas vécu dans cet univers-là, donc je croyais que tout était si beau et parfait. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais étudiante, je me rappelle notre premier cours, c'était projet professionnel et TD, je crois. Et on nous posait la question, qu'est-ce que vous aimez? Donc le prof nous posait la question, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tout le monde disait, j'aime mon chien, j'aime ma mère, j'aime mon mec, j'aime mon argent, j'aime, je sais pas, ma voiture, j'aime. Et arrivé à mon tour, j'ai dit, j'aime ma vie. Parce que j'aimais ma vie. Alors là, tout le monde et le prof commencent à dire, mais comment ça tu aimes ta vie? Je dis, mais oui, tout va très bien dans ma vie, tout ce que je veux, je possède. Je travaille bien à l'école, mes parents m'aiment, je voulais venir poursuivre mes études en France, je suis arrivée, tout va très bien pour moi. J'ai toujours obtenu ce que je voulais. Voilà, je faisais la fierté de mes parents, j'étais fière de moi. C'était la première année, sans savoir ce qui m'attendait. En tout cas, lorsque j'ai vu des mois difficiles, je me suis dit, oh là là, j'avais parlé trop vite. Ouais, et donc c'est très très difficile. C'est très très difficile. Et même, tout le monde ne te comprend pas. Là, on parle des étudiants, mais également tout le personnel. Il faut tomber sur des bonnes personnes qui peuvent comprendre que elle n'est pas une étudiante comme les autres. Et les mamans, ça peut expliquer les retards, ça peut expliquer les absences, bien la baisse des notes, c'est pas tout le monde. Et justement, t'en parlais à tes professeurs, tu leur disais que tu étais mère étudiante ou non? J'avais honte aussi. Bon, parce que je voyais la réaction de certaines personnes. En fait, moi, je suis quelqu'un, honte dans le sens que, bon, je venais pas comme ça, ouais, regardez-moi, je suis mère étudiante. Non, mais j'expliquais je me rappelle, on avait notre secrétaire, quand je partais la voir, il y avait c'était pas son problème, quoi, elle s'en fichait et tout. Dès que tu essaies d'expliquer, voilà, c'est parce que j'ai un enfant, elle me dit, mais il faut savoir ce que vous voulez, pourquoi, voilà, elle, c'était pas son problème. Mais lorsqu'on a changé, je pense que même on avait changé d'assistante pour moi. Quand je dis, en fait, non, ouais, il y a eu une assistante qui était bienveillante, mais il y a une autre où on s'entendait pas très bien au tout début. Voilà, on s'entendait pas très bien au tout début, elle et moi, mais avant d'être maman. Mais le jour qu'elle a appris que j'étais devenue maman, elle était dans un autre service, tout de suite, elle était très aimable avec moi parce qu'elle m'a dit qu'elle aussi elle était passée par là. Donc moi je pense que les personnes qui nous comprennent le mieux, sont celles qui sont passées par où nous passons actuellement. Donc c'est pas tout le monde. J'avais des hommes, ça ne leur disait absolument rien. Mais on voyait quand même cette différence entre les femmes qui sont plus réceptives et les hommes. C'est ça que je salue dans votre ami, le seul homme parmi nous qui est ici. Et j'avais aussi une question, comment du coup tu as réussi à te reconstruire après ça? Parce que tu nous parlais justement que après toutes ces violences déjà que tu subis, mais aussi tout ce parcours un peu compliqué, tu perds un peu de l'estime de toi, et il faut rebondir, il faut se reconstruire, et aussi t'as cette charge mentale en fait qui s'est imposée à toi, malgré toi, et donc comment faire justement, comment toi t'as fait pour te reconstruire et pour aller mieux aussi, pour reprendre confiance en toi. Parce que quand là je te vois, je vois une femme charismatique qui a confiance en elle et je me dis comment t'as fait? Il y a eu plusieurs étapes pour cette reconstruction. Je pense déjà à la force de caractère que j'ai.
Je n'ai jamais voulu abandonner. Je crois que le mot persévérance, je le vois dans mon carnet scolaire. Je dois peut-être avoir 5 ans et je vois mon père qui a écrit ça pour décrire un peu les qualités que j'avais. Donc mon père déjà, du haut de mes 5 ans à l'époque, voyait que j'étais persévérante. Donc il y avait déjà ça, je suis quelqu'un, j'abandonne pas facilement. Maintenant, il y a aussi mon époux, qui a été de beaucoup. Voilà, parce que le fait qu'il m'aime avec un enfant, qu'il aille jusqu'à m'honorer, m'épouser, c'est un honneur pour une jeune femme, en tout cas pour une femme. Et donc, il y a eu tout ça aussi. Mais je pense que des personnes qui ont beaucoup, beaucoup agi dans ma vie, en fait, c'est l'éducation de mes parents. Ça a construit la femme que j'étais. Je l'explique même dans mon livre. Parce que même au milieu de tous ces paroles rabaissantes, blessantes, dévalorisantes, dont je faisais face avec le père de ma fille, je n'acceptais pas. Ouais. Je n'acceptais jamais ces insultes. Ce qu'il disait, je disais, c'est pas moi. Tu mens, tu es bête. D'ailleurs, il se moquait de moi, il me disait bac plus 0. À chaque fois, ouais, tout le temps, il me disait bac plus 0. Et je disais, enfin, je n'ai jamais accepté ça. C'est vrai que ça m'affectait parce que durant tout mon parcours scolaire, j'étais toujours plus ou moins première de ma classe. Et en fait, tu te retrouves là, ça blesse parce que tu n'as pas connu ça. Ça faisait aussi quelque part ma fierté. Et donc, mais j'acceptais pas parce que mon père me disait, mes parents me disaient, notre fille est intelligente, elle est bienveillante, elle est aimable, elle est belle. Même quand j'avais grossi, m'insultait aussi. Par rapport à ça, pour me dire que j'étais plus belle, je disais toujours, je suis belle. Et je disais ça toujours au plus profond de moi et même verbalement. Je n'acceptais jamais ce qu'il me disait. Voilà, donc en fait, ça m'a beaucoup aidé de me dire, non, de 0 jusqu'à 20 ans, je rencontre un homme, mais c'est pas lui qui va m'apprendre qui je suis. Donc, enfin, c'est une relation, je sais pas, de 2 ans, en disant, avec les violences. Pas de 0 à 20 ans, j'ai entendu que ça m'a construit, ça m'a aidé au niveau des paroles valorisantes de mon père, de ma mère. Et c'est pas quelqu'un que je rencontre, voilà, qui va venir casser tout ça. Je pense que vraiment mes parents vraiment ont joué, je remercie vraiment mes parents d'avoir joué ce très grand rôle dans ma vie, parce que ça m'a aidé. Mais également la vision que j'avais de la vie, parce que je savais très tôt où je partais. Donc je me disais, ça c'est pas ma vie. Quand je ferme mes yeux, je regarde, c'est pas ça ce que j'ai voulu de ma vie. Donc ce que je suis en train de vivre, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est autre chose. J'avais toujours de l'espoir. Au plus profond, je n'abandonnais pas. Je disais toujours que ça, c'est pas ma vie. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction. Mais c'est surtout aussi, je vais faire une très très belle rencontre avec Dieu. Parce que vous savez, au milieu de tout ça, j'avais personne. Donc clairement, je parlais, je disais, j'ai toujours su que Dieu existait. Donc je demandais, je disais, mais Dieu, si vraiment tu existes, je sais que tu existes, fais ci pour moi. Il faisait, c'est ça que je dis. La rencontre avec ce monsieur-là qui va m'aider, l'avocat qui va me dire ça, cette dame-là, quand je pars, j'ai dit, mais ici, je ne pourrais pas faire quelque chose. Donc la dame va s'intéresser à moi. Mais je sais que ce sont des réponses de Dieu. Moi, c'est comme ça que je comprenais ça. Donc du coup, 2 fois, je me retrouvais seule. Je me rappelle une fête de Noël, puisqu'on avait la garde là maintenant, hein, après avec le jugement, garde partagée. Donc son père devait passer Noël avec elle, moi je devais passer la bonne année. Donc je me retrouve à Noël toute seule, je suis maman, j'ai pas ma fille. Donc ça me brise le cœur parce que c'est mon premier Noël. Au moins j'avais plus mes parents, mais j'étais 2 fois avec des amis, la famille, voilà, par alliance ou même la famille éloignée. Mais là, je me retrouvais toute seule, et sans ma fille. Alors là, j'ai craqué, je pleurais. Et j'ai craqué, je pleurais. J'ai dit, mais où est-ce que j'en suis? Noël, c'est en plus les enfants, le cadeau est là, mais ta fille n'est pas là. Alors là, je commençais à pleurer. Je sais que cette nuit-là, j'ai beaucoup parlé à Dieu. J'ai senti une présence m'envahir, voilà, me dire ça va aller. Toujours cette voix d'espoir et tout. Mais vraiment, après, je ferai vraiment cette rencontre avec Jésus, je vais dire ça.
Et c'est ça qui va bouleverser ma vie. Je vais recevoir un tel amour, une telle confiance. Et j'ai compris qu'elle a toujours été là, en fait. Et donc, c'est ça qui va m'aider en me disant il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal. Il faut te pardonner à toi-même aussi. Parce qu'en fait, oui, on peut pardonner les autres, mais souvent on ne se pardonne pas. Moi, je ne me pardonnais pas. Voilà, je me disais, j'aurais dû partir de la première violence. En fait, ça, c'est ce qui m'affectait. De se dire, j'avais pris pourtant la bonne décision de partir, mais pourquoi j'ai écouté les autres? Pourquoi j'ai écouté sa maman à lui? Pourquoi? Parce que je n'allais probablement pas vivre ça et faire souffrir ma fille. Parce que vraiment, elle a souffert au travers de ça. Elle a beaucoup souffert. En tant que bébé, deux fois, je me rappelle une fois, on a vécu une séparation et je partais chez une tante par alliance. Donc, je me rappelle très bien qu'à chaque fois que je prends le RER, je pense à ça. Et donc, du coup, dans le RER, j'ai pris ma fille, elle était sur, comment on dit, sur un porte-bébé, et elle pleurait. Quand je dis elle pleurait, c'était même pas pleurer, elle hurlait, elle dérangeait tout le monde. Et je sais qu'il y avait plusieurs mamans, plusieurs femmes qui sont venues vers moi, parce que je pense que les gens pensaient toujours que bon, j'avais 15 ans, mais j'avais déjà la vingtaine. Et donc, ils venaient, qui disaient, mais peut-être que l'enfant a chaud, peut-être que l'enfant a soif, qui essayaient, mais je savais au plus profond de moi que l'enfant était traumatisé. Je ne mettais peut-être pas les mots, mais je savais qu'elle a vécu quelque chose, parce je venais de quitter ce foyer suite aux violences. Encore une fois, quoi. Ça veut dire qu'il y avait des violences, je dis, je vais partir. Donc, l'enfant pleurait tout au long du trajet. Donc, j'avais pris le RER A jusqu'au terminus. Et je me rappelle la tante par alliance qui était venue me chercher. Quand je l'ai vue, je me suis sentie secourue parce que dès qu'elle est arrivée, elle a récupéré le bébé. Et parce que le bébé ne faisait que pleurer. En fait, moi-même, si vous voyez, j'étais déjà en train de pleurer. Mais il fallait que je reste un peu forte. Mais dès qu'elle a pris l'enfant, je pleurais. Mais c'était très difficile, elle nous a pris. Et donc voilà, ça c'est un épisode pour montrer comment ma fille elle a souffert. Elle a beaucoup souffert, elle pleurait tout le temps, tout le temps. Surtout quand son papa venait la remettre, elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand mon papa me l'a ramenée, donc c'était un déchirement de voir ton enfant pleurer. Je me sentais impuissante. C'était ça la réalité de sa vie, hein, de ne jamais vivre avec ses deux parents. Aujourd'hui, elle a 19 ans et des fois, elle me dit, c'est une très belle fille, très forte, très sage. C'est la meilleure fille au monde pour moi. Et bon, c'est la seule fille que j'ai que j'ai. Et des fois, on se parle. Elle est très épanouie, elle est très aimée par son père et mon mari qui est aussi son papa d'adoption, je dirais. Et elle me dit, mais maman, j'ai pas connu ça, j'ai pas connu le fait de te voir avec mon père, être ensemble et tout. Et elle me dit, ça lui manque en fait. En fait, c'est-à-dire, c'est pas que ça lui manque, mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Bon, on s'est séparés, elle avait 1 an, donc elle n'a pas de souvenir. Donc elle dit, maman, je ne connaîtrai jamais ça. J'ai dit, mais c'est ça la force de ta vie. Donc voilà. Oui. Et j'allais dire aussi, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se sent piégée par ses études et qui n'ose pas justement quitter son compagnon qui lui fait subir des violences? Quel conseil tu donnerais? Piégée par ses études, c'est-à-dire Qui est étudiante et donc un peu comme tu nous expliquais, elle n'ose pas en fait le quitter parce que sinon elle se retrouvera sans ressources financières et seule. Non, la vie vaut mieux que l'argent. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de cette relation, parce que j'avais quand même un confort, mais j'ai tout laissé, parce que, et j'ai très bien fait. En tout cas, c'était l'une des plus belles décisions de ma vie. Parce que quand je vois, combien d'années après, 17 ans, ma fille a 19 ans, donc 18 ans plus tard, je me dis, mais c'était la meilleure décision. Parce que ce genre de personne, je ne sais pas, à moins que la personne rencontre réellement son créateur et qu'il va changer, mais sinon c'est une vie instable. Et je ne regrette pas. Donc je veux encourager quelqu'un en disant, en fait, une relation amoureuse, on est censé être en paix. On dit bien amoureuse, donc il y a de l'amour. Et l'amour ne fait rien de mal. L'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour, c'est la base. Tout le monde a besoin de l'amour. Donc si tu es dans une relation où au lieu que tu vives l'amour, tu vis des violences. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un en violant la personne. C'est un amour toxique.
un amour destructeur. Donc tu ne peux pas rester dans cette relation. Voilà, le confort. Mais on voit des riches de ce monde qui se suicident. Pour dire quand on dit que l'argent ne fait pas de bonheur. L'argent, ça aide, le confort, ça nous aide. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui est prioritaire. La priorité, c'est la paix intérieure. C'est parce que c'est ça qui va définir tout ce qui est extérieur. Regardez-moi, j'étais restée là, mais j'ai pas progressé dans mes études. Mais quand j'ai quitté cette relation, j'ai fait une première formation de secrétaire administrative et commerciale. Ça m'a aidé d'entrer dans la vie active. Après, j'ai fait ma formation de juriste. Et en fait, je réussissais. Pourquoi? Alors, à un moment donné, je me suis dit, bah, je suis devenue bête, quoi. Parce que je ne réussissais pas. Mais en sortant juste de cet environnement, bah, j'ai vu comment j'ai pu progresser. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de faire des formations. Là même, peut-être à la rentrée prochaine, je vais reprendre je vais me former. Je vais me former parce que je vais avoir une formation sur les violences, une formation universitaire sur les violences conjugales et tout ça. Mais pour dire que c'est pas ça qui est prioritaire pour une femme. Je sais que ça va être très difficile pour une mère étudiante, oui. Ça va être très difficile de quitter ce confort, mais ça vaut la peine parce que ta vie vaut mieux que tout. Et une fois que tu vas quitter, tu vas y arriver. Et c'est une femme qui est passée par là qui te donne ce témoignage-là. Oui. Ben, merci. Et je voulais savoir aussi, si elles quittent leur conjoint, est-ce qu'il y a des ressources sur lesquelles elles pourraient s'appuyer, des associations qui leur viendraient en aide? Oui, il y a des associations comme mon association qui aident parce qu'on travaille avec des professionnels dédiés et des structures adaptées. Donc du coup, oui, on pourra l'aider, voilà, faire un travail d'orientation par rapport à tout ce dont elle aura besoin. En France, c'est quand même bien organisé. C'est vrai que ce qui est très difficile, c'est ce statut d'étudiante, mère, et c'est ça qui est très difficile. Mais les structures de mère célibataire existent. Donc une étudiante aussi peut rentrer dans dans ces cases-là, cocher ces cases pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Donc il y a pas mal de structures. On peut aller au CCAS de la ville, comme aussi des maisons dans plusieurs villes, il y a plusieurs maisons de solidarité, d'emploi, la bourse aussi pour les mères célibataires. Il y a quand même des structures pour pouvoir aider justement. Il y a aussi, je pense qu'il y a un fonds étudiant qui aide aussi pour les ressources jusqu'à 5 000 euros. Donc ça peut toujours aider. Voilà, en fait, il faut juste expliquer sa situation. À l'université également, il y a le service social. C'est vrai qu'ils ne sont pas formés pour accompagner des mères, je dirais, étudiantes qui vivent des violences. Voilà, c'est beaucoup plus mères étudiantes. Et encore, moi à l'époque, c'était déjà très compliqué. Après, je ne sais pas si à votre époque, sinon à votre époque, à votre époque, oui, votre époque à vous, ça a beaucoup bougé. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, quand tu m'as accompagnée, je te disais que je pense qu'il n'y a pas de hasard que je sois ici. Il fallait que je vienne et que je réalise, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université. Mais de venir comme ça avec ce sujet, je me sens dotée d'une responsabilité de pouvoir, moi, vraiment me battre pour les autres, en fait, pour les jeunes mères étudiantes victimes de violences. Et on va y arriver, vous êtes là. Oui. C'est ça. Et pour finir, est-ce que tu voudrais leur donner un dernier conseil ou, je sais pas, le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Mot de la fin, déjà, il faut que tu saches que tu es une créature si merveilleuse. Je veux dire à une fille, à une femme, à une jeune mère étudiante qui vit des violences, tu es très belle parce que celui qui t'a créée a dit que tu es belle. Et en toi, il y a une force intérieure que tu n'as aucune idée. La femme est dotée d'une capacité qu'elle-même ne se rend pas compte. Et cette capacité, ça veut dire que tu as été équipée pour affronter les grandes choses. Quelqu'un a dit grande destinée, grande épreuve. Ce que tu traverses aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est ta force de demain. Tu seras une voix pour les autres. Je t'assure, sauver des vies, il y a une joie que je ne peux même pas te décrire. Il y a une joie sans limite de voir qu'on devient un modèle, on devient une femme qui inspire les autres, qui les encourage.
alors ne baisse pas les bras. Ce que tu traverses, c'est juste pour un moment. Mais quand tu vas t'en sortir, oh là là, tu vas sourire. Alors, bats-toi, pour l'enfant que tu as ou les enfants que tu as, mais aussi pour les autres, des générations futures, un peu comme Mère Teresa. Elle a impacté sa génération et c'est toi la prochaine. Alors, ne baisse pas. Moi, je compte sur toi et toute l'équipe ici, nous comptons sur toi. Tiens bon, ça va aller. Merci beaucoup. C'était très inspirant comme ton parcours. Et aussi dans la bio, on va diffuser tes livres et ton compte Instagram, si tu veux en parler brièvement ou juste... Oui, donc j'ai 4 ouvrages, comme j'ai fait la présentation tout à l'heure. Ce sont des ouvrages qui aident à la reconstruction, qui aident les femmes à se relever, à être épanouies. Dans ces ouvrages, je veux que les femmes, je veux que les couples, je veux que les familles, je veux que nos sociétés deviennent véritablement épanouies. Donc, procurez-vous ces livres, c'est plus que des médicaments, ça aide énormément. Mon époux dit toujours, c'est pas un livre, c'est plus que des livres, des ouvrages, parce que je partage des astuces dont moi-même j'ai appliqué. Donc, ce sont en fait, si vous voulez, dans ces livres, il y a des méthodes qui viennent de ma vie et aussi deux fois de la vie des femmes que j'ai accompagnées. Donc, je partage aussi des histoires avec des solutions pour pouvoir aider. Donc, voilà, vous pouvez vous en procurer et je pense que vous serez les prochains ou les prochaines à m'envoyer votre témoignage parce qu'il y a aussi pas mal d'hommes, en tout cas, qui lisent mes ouvrages parce qu'ils disent que ça les aide à comprendre comment se comporter envers les femmes, parce que des fois, ils ne se rendent pas compte. Donc ces ouvrages-là, ça parle à tout le monde, mais c'est surtout pour vous les femmes. Donc, voilà, merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir et un honneur. Et j'espère qu'on continuera peut-être à faire encore des choses ensemble. Avec plaisir. Merci en tout Merci, cas. au revoir. Au revoir.